Bonjour, salam alaikum, je peux me permettre, j'ai toujours rêvé de dire salam alaikum avant une conférence. Donc, salam alaikum, comme on est au Maroc, Inch'Allah. Écoutez, alors, moi, je tiens tout d'abord à remercier le docteur Alali qui m'a donné, et les organisateurs qui m'ont donné cette opportunité de revenir à domicile. Parce que je dirais que j'ai l'habitude de travailler soit en Europe ou aux États-Unis. Et là, je suis à domicile en Afrique. Et je tiens vraiment à vous remercier pour cette grande opportunité. Deuxième élément, je voulais commencer par ma présentation en situant le cadre, si vous voulez. J'étais initialement enseignant-chercheur à l'Université de Washington à Seattle, où j'étais en charge d'un programme qui focalisait essentiellement sur ce qu'on appelle Project-Based Learning, c'est-à-dire dans l'environnement universitaire, comment est-ce qu'on va mettre les différents acteurs ensemble de manière à stimuler l'apprentissage. Et j'ai été initialement attiré par ce projet parce que de formation ingénieur de la santé à la base, il y avait un projet de douches recyclantes pour les avions. C'est-à-dire qu'il fallait mettre dans les avions des douches qui vont avec très peu d'eau, parce que le billet d'avion que nous achetons, c'est ce qu'on appelle payload, c'est-à-dire j'achète un poids. Et donc j'ai été attiré et fasciné par cela, donc j'ai fait la migration vers les États-Unis. Et j'étais vraiment interpellé par la façon dont ces anglo-saxons approchaient l'éducation à cette époque-là. Et deuxième élément que je voulais pointer ici, c'est que ça a stimulé, si vous voulez, tout ce que je savais. D'accord? Et ça a aussi interpellé l'enseignement, comment je concevais l'enseignement, le rôle de l'enseignant. Et par la suite, j'ai été en charge de ce programme, bien sûr, et là où, je dirais, j'ai fait mes dents dans le monde éducatif. Donc ici, mon intervention va focaliser sur l'axe, si je peux me permettre, practitioner. Après cela, j'ai quitté l'Université de Washington, bien sûr, pour dire comment est-ce qu'on est possible de mettre cela en action. Pourquoi? Parce que vous savez bien, souvent à l'université, l'innovation pédagogique n'est pas aussi simple, surtout quand on travaille beaucoup avec les industries. Pourquoi? Parce que d'un côté, nous pouvons avoir des collègues qui ne sont pas très, très actifs à cette avancée, ce qui est très bien pour l'université, parce que sinon l'université finira par perdre son âme. Et de l'autre côté, nous avons les industries aussi qui ne font pas trop confiance à l'université pour cet enseignement-là. Alors je me suis dit, est-ce qu'il est possible de faire quelque chose? Parce que je voudrais apporter ma contribution. Donc, alors pour commencer mon intervention, alors comment est-ce que les diapos, alors j'ai mes diapos qui... OK. Alors je voulais déjà vous présenter cette photo. Si vous voulez, toute mon enfance au Cameroun a été marquée par cette image. Je n'ai jamais compris pourquoi je passais des heures et des heures à regarder cette image-là. Mais je ne comprenais pas. D'accord? Aujourd'hui, vous savez, en psychanalyse, il y a toujours ce retour vers le début. D'accord? Et donc, j'essaie de comprendre et je pense que je commence à comprendre. Alors, qu'est-ce que nous faisons? Qu'est-ce que je fais? Donc, je suis le directeur du European Center for Leadership and Entrepreneurship Education, qui est un institut que j'ai démarré moi-même quand j'ai quitté l'Université de Washington en 2005. Et alors, l'Institut se veut indépendant, se veut spécialisé dans la recherche et dans l'innovation pédagogique. Et le challenge était, qui est devenu une réalité aujourd'hui, était de pouvoir travailler avec le monde académique, l'institution publique, des entreprises privées, parce que je conçois qu'aujourd'hui, si on parle d'éducation, on est obligé de mettre autour de la table les différentes parties prenantes.
et vers un objectif commun. Ce qui n'était pas facile dès le départ parce que, vous savez, la logique, c'est soit on vous met dans une case publique ou privée. Et moi, j'avais fait le choix de dire, bah, écoutez, il y a beaucoup de personnes qui souhaitent initier des choses, surtout d'origine africaine, vont créer une association et vont courir vers la demande de subvention. Et cette notion de accountability que j'ai appris chez les anglo-saxons existe moins quand on dépense l'argent d'autrui. Donc je me suis dit, je vais gagner de l'argent et je vais avoir des responsabilités publiques. Et bon, ça n'a pas été facile, mais qui nous font confiance aujourd'hui. Alors si vous voulez, j'ai pris la peine de mettre, regroupé dans cette diapo, l'ensemble de nos partenaires, des partenaires de Eclé, des clients Eclé, des, si vous voulez, fournisseurs également. Donc, tout ce que vous voyez dans ces diapos, soit on a travaillé ensemble ou bien sont des clients Eclé. Par exemple, vous savez, nous concevons des parcours pédagogiques pour l'entreprise Boeing et c'est des parcours pédagogiques qui sont déployés pour près de 2000 salariés, managers, ingénieurs à la fois. Si on regarde la NASA, par exemple, c'est que nous avons pris un groupe de jeunes issus des milieux défavorisés en France, / en Europe, dans la Silicon Valley pour dire, alors est-ce qu'en leur montrant les résultats de la technologie, on peut allumer cette petite lampe qui est à l'extérieur. D'accord? Alors, donc, ensuite, je vais vous passer une vidéo qui résume un peu ce que nous faisons. Donc, si vous voulez, il y a un public qui a accès à l'enseignement supérieur. Par contre, il y a un autre public qui est soit en décalage, ce qu'on appelle drop-out, ceux qui vont quitter l'enseignement supérieur, ou alors ceux qui ont accès à l'université publique, mais malheureusement, sont limités en termes d'employabilité. Et en 2011, finalement, les institutions publiques nous ont fait confiance. Quand je dis institutions publiques, je dis bien institutions publiques européennes / françaises nous ont fait confiance en nous confiant le destin de 30 jeunes diplômés en situation de précarité. D'accord? Et j'ai trouvé mieux que cette vidéo pour résumer cela. Le volume, le micro, ok. Alors. Bonjour, je m'appelle Amaury Chouilla, et bien qu'étant originaire de la région lilloise, j'y habite depuis 2 ans seulement. J'ai grandi à Tourcoing et j'ai fait mes études supérieures à Lille 3 jusqu'à mes 20 ans. Puis, par choix de carrière, j'ai dû m'exiler une première fois entre Paris et la Normandie pour développer mon projet professionnel. J'ai donc décidé de devenir projectionniste, par passion pour le cinéma, mais aussi pour apprendre un métier très simplement. Vous entendez? Très peu de temps après, l'arrivée du numérique bouleverse la donne pour les métiers de l'exploitation cinématographique. C'est pourquoi j'ai décidé de tout plaquer pour me réorienter. Et la question étant, faire quoi? C'est à cette période charnière de ma vie que j'ai eu la chance de participer à un programme de mobilité internationale. Promo aux États-Unis dans un community college, avec stage en entreprise et rencontre avec des professionnels. Seul face à cette nouvelle culture et ce nouvel environnement, j'ai appris une autre manière de penser, de voir la vie auprès des habitants. Professionnellement, j'ai pu rencontrer des artisans, des chefs d'entreprise, des entrepreneurs qui ont partagé leur expérience avec nous, avec moi, et qui m'ont transmis l'idée que moi aussi je pouvais y arriver. Puis j'ai fait un stage dans une chaîne de télévision. J'ai découvert tous les métiers et les ressources nécessaires à une telle entreprise. J'ai également développé mon anglais tout au long de ces rencontres et j'ai voyagé afin d'en découvrir toujours plus. Puis arrivé le moment du retour et à ma réalité, c'est-à-dire le chômage et une carrière en suspens. Néanmoins, grâce à ma meilleure compréhension du marché du travail, à mes compétences acquises ou développées lors de cette aventure, je sais que je vais y arriver. Je trouve très rapidement du travail dans un service clientèle axé sur le web pour une très grande entreprise de la région qui s'appelle OVH. Puis j'ai intégré Booking.com aux dimensions internationales où l'anglais fut une compétence indispensable à mon recrutement. J'ai créé aussi mon association et ma web radio. J'ai fait des sites internet, des vidéos, de la photo. Bref, j'ai repris ma carrière et ma vie en main. Et en plus de ça, je suis de retour à la maison.
Alors, pour revenir à ce que nous avons, et deuxième exemple, c'est que ici on parle du numérique. Et ce qui m'a toujours intéressé, c'est de dire, ben moi je suis originaire du Cameroun, et vous savez en Afrique, voilà, quand vous avez 13 enfants, vous ne pouvez pas envoyer les 13 enfants à l'école. D'accord, ça c'est le cas de mon papa. Donc ma mère avait fait le choix que voilà, c'était moi qui devais aller à l'école. La pauvre se levait tous les matins à 4 heures du matin pour faire des beignets et pouvoir m'envoyer à l'école, si vous voulez. Donc même si, vu qu'on avance, on a toujours cette notion de payback. How do I pay back? Comment est-ce que je vais payer? D'accord? Donc ce qui est le cas de beaucoup d'entre nous ici. Là. Donc j'ai regardé, ici nous parlons du numérique, de l'enseignement numérique. J'ai regardé ce qui se passe en Inde et pour faire un peu de benchmarking en disant comment est-ce que nous, en Afrique, on peut s'inspirer de ça. C'est que quand on regarde dans cette charte, c'est que, en fait, le revenu, rien que dans les domaines IT, ou IT Enabled Service Industry en Inde, pour 2013, est de 43 milliards de dollars. Et cela a eu pour conséquence, c'est que ça a amélioré la vie des gens, d'accord? C'est-à-dire ça a amélioré l'économie du pays, ça a amélioré le social. C'est-à-dire quand on regarde l'Inde aujourd'hui, c'est un pays qui avoisine les 500 millions de personnes en classe moyenne, si vous voulez, d'accord? Et aujourd'hui, selon les prédictions, c'est qu'à horizon 2020, le revenu du IT en Inde va être 225 milliards de dollars. D'accord? Donc pour l'Afrique, si vous voulez, il y a un gros challenge, mais aussi de grosses opportunités. D'accord? C'est que, voilà, quand on regarde un peu ce qui est birth rate, on voit que beaucoup d'autres pays voilà, sont en décadence en termes de renouvellement de la population. D'accord? Et on voit notamment la France se porte très très bien de ce côté-là parce que la France est numéro 2 en Europe, si vous voulez, et derrière l'Irlande avec 2,1. D'accord? Mais il y a d'autres pays européens comme l'Allemagne, voire le Japon aussi en Asie, qui sont en décadence. D'accord? Or, de l'autre côté, l'Afrique a cette jeunesse qui est moins âgée et qui peut justement s'inspirer du modèle indien grâce à l'éducation. D'accord? Alors, donc, il y a beaucoup d'autres points qui ont été évoqués ici, dont je ne veux pas m'attarder. Et donc, ici, là, si on regarde un peu l'éducation aujourd'hui, d'accord, c'est que nous essayons d'éduquer des personnes qui vont résoudre des problèmes qui ne sont pas encore identifiés, utilisant des technologies qui n'ont pas été inventées et basées sur des connaissances scientifiques non encore découvertes, toujours pour aller dans le sens des autres. Et quand l'enseignement aujourd'hui doit avoir quelques caractéristiques grâce au numérique, d'accord? C'est-à-dire, il doit être engaging, entertaining, accessible and intuitive. Vous savez, j'ai des étudiants en deuxième année de master en ingénierie de la santé. J'ai ces étudiants pendant 100 heures, c'est-à-dire en plusieurs cours, International Business Leadership et Lean en milieu hospitalier. Donc vous savez, pendant que je fais cours, j'ai vu ces 5-6 dernières années, c'est-à-dire l'évolution de l'attention des étudiants. C'est-à-dire, pendant que je fais cours, vous avez des étudiants qui vérifient si ce que je dis, c'est vrai. D'accord? Donc aujourd'hui, ça change complètement la position de l'enseignant. C'est-à-dire, aujourd'hui, l'enseignant que je suis, je me considère comme un catalyste. Je suis là pour stimuler l'intelligence. D'accord? Alors, stimuler l'intelligence comme en tant que catalyste, c'est que je vais faciliter l'interaction, mais je ne vais pas participer à la réaction chimique. Et donc, ce que je fais, je demande à mes étudiants de produire de la connaissance. Et dans mon programme de leadership, j'ai donné comme tâche aux étudiants, après leur avoir transmis la méthodologie, de me définir la génération Y.
Et donc, je suis en train de dépouiller cette enquête-là. Je n'ai pas encore de résultats. Donc, si vous voulez, l'excellence dans le futur peut être résumée dans cette diapo. C'est que les entreprises, d'accord, qui sont nos clients, parce que si le monde académique se considère comme une business avec de la accountability, j'utilise de l'argent public pour éduquer des personnes, c'est-à-dire mon produit final, c'est l'élève ou l'étudiant éduqué. Et le client, c'est tous ceux qui vont embaucher cet étudiant-là. D'accord? Donc, c'est qu'ils ont besoin de personnes qui sont créatives, des personnes qui sont en train de voir comment améliorer les choses. D'accord? Donc, et pour cela, on est obligé de regarder l'étudiant sur deux aspects. D'un côté, nous avons l'aspect connaissance et l'aspect savoir-être, savoir-vivre qui va soutenir et qui va être le berceau de cette connaissance-là. C'est-à-dire un bon scientifique qui n'est pas capable d'utiliser cette science pour améliorer le quotidien des personnes et de l'humanité autour de lui, c'est un bon scientifique pour soi-même. D'accord? Alors que dans notre définition et notre approche de l'éducation, c'est que les personnes doivent être éduquées pour créer de la valeur pour eux, leur environnement, leur famille et leur pays exactement. Alors, ce que nous avons utilisé, si vous voulez, quand on regarde cette analyse, cette étude de la région du Kentucky, d'accord, qui dit, voilà, quels sont les 8 fondamentaux de l'employabilité, c'est-à-dire quelqu'un c'est-à-dire un bon salarié, pour une enquête réalisée auprès de milliers d'entreprises. Ils disent, voilà, il y a ces 8 critères. Et parmi les 8 critères qui reviennent, nous avons 2 seulement qui sont techniques. Les 6 autres sont de ce qu'on appelle soft science, c'est-à-dire les sciences sociales. D'accord? Alors, le modèle que nous avons utilisé dans nos programmes et la vidéo, c'est le modèle Leadership Diamond, qui focalise sur l'individu. Aujourd'hui, on a parlé beaucoup des institutions, de modèles éducatifs, etc. D'accord? Qu'en est-il de l'individu? D'accord? Donc, voilà, le modèle est résumé, c'est simplement pour vous donner pour vous dire à quoi le modèle ressemble. Et ce qui dérive de ce modèle, c'est que d'un côté, nous avons des personnes qui sont authentiques, et puis de l'autre côté, nous avons cette notion de compétence et capacité. Alors, cette partie compétence et capacité, c'est ce que nous apprenons à l'école. Bon, ici, la partie authenticité, volonté, etc., c'est ce que nous apprenons autour de la vie. C'est-à-dire en faisant des erreurs et autres. C'est-à-dire si je peux prendre le parallèle, c'est que si je vais à l'école des officiers, à la sortie, je suis soit lieutenant ou maximum capitaine. Maintenant, il faut que je gagne des guerres pour monter au grade de général. Et la guerre se gagne avec des hommes. Or, et toujours dans le modèle leadership, on voit que cette partie qui est book learn, cette partie que j'apprends à l'école, m'apportera 20% seulement. D'accord? Tandis que cette partie apportera 80%. D'accord? Donc, j'ai beaucoup échangé avec le professeur Alali depuis mon arrivée. C'est que grâce à ce programme, le succès de ce programme repose sur la tête des individus. D'accord? Donc la connaissance sont des outils, des véhicules, mais c'est ces individus-là. Et je pense qu'il faut qu'on puisse apporter de plus en plus de sciences humaines et c'est dans nos enseignements techniques. Alors, l'approche que nous utilisons pour faire un peu de théorie et rester dans le cadre, c'est que même dans cette approche de mobilité internationale, nous avons, notre théorie, c'est qu'on va avoir, en termes de pédagogie, un objectif pédagogique. Ensuite, on va créer des activités d'apprentissage et toujours cette notion de accountability, c'est-à-dire comment est-ce qu'on va les mesurer. D'accord? Est-ce que c'est des auto-évaluations, c'est des examens, etc. Est-ce que c'est des présentations, etc. D'accord? Donc voilà. Et ensuite, si vous voulez, quand on est dans une démarche d'enseignement, on a le sujet, on a l'objet, soit on est dans une phase d'apprentissage, de réflexion et de conceptualisation, ou alors dans une phase où on va vraiment engager l'étudiant. D'accord? Alors,
je voudrais donner ces quelques diapos, ces quelques points qui sont l'objet de plusieurs années. C'est que aujourd'hui, la créativité ne peut pas être mémorisée. D'accord? Et donc nous vivons, et nous avons de cette catégorie de population dont j'ai décrit, c'est-à-dire soit des défavorisés ou ceux qui ont décroché complètement de l'enseignement scolaire classique, sont des personnes qui sont douées de beaucoup d'intuition et de beaucoup de créativité. Et cette intuition est simple parce qu'ils ont cette envie de survivre. Et je me rappelle, effectivement, il fut un temps dans ma vie où mon projet, au lever du matin, mon projet, c'était le premier repas du matin. D'accord? Et cet instinct de survie va pousser à la créativité. D'accord? Et cette créativité va pousser à la création de la valeur. Et si aujourd'hui l'institution académique où nous sommes commençait à s'associer à ces enfants de la rue, à ceux-là qui sont exclus du monde scolaire, pour justement créer de la valeur. Et je me suis amusé à me promener au Cameroun, ou alors quand je viens au Maroc, vous savez, une des premières choses que j'ai dit à Dr Alali, c'est dit, il faut que j'aille au souk, il faut que j'aille au marché, il faut que je respire cette vie-là, parce que c'est là où je viens me réoxygéner, si vous voulez. Et quand on regarde cette photo, vous ne pouvez pas imaginer le nombre d'entreprises ou de micro-entreprises qui sont créées. Donc, c'est-à-dire quand je vois tous les modèles qui ont été présentés aujourd'hui, c'est que comment est-ce que nous allons utiliser toute cette masse de connaissances pour améliorer notre vie. Et je voudrais conclure mon intervention avec cette histoire, cet échange que j'ai eu avec le président des ingénieurs du monde le mois de juillet dernier. Il me dit, ils ont créé une école au Mozambique et cette école forme des techniciens de maintenance. Il dit, il avait un ami qui l'a accompagné pendant plusieurs années, dans les années 90, et dans son entreprise. Et un jour, il a eu la chance de vendre l'entreprise à autour de 225 millions d'euros. Et donc, pour optimiser, il a créé une fondation où il a placé 100 millions d'euros. Et il s'est dit, en attendant de trouver ce que je vais faire. Et ils étaient au Mozambique dans un voyage de safari. Et donc, au moment de prendre l'ascenseur, ils ne pouvaient pas prendre l'ascenseur. Il dit pourquoi? Il dit, écoutez, nous avons 3 touristes qui sont bloqués dans l'ascenseur depuis quelques heures. Et ils disent, vous ne pouvez pas débloquer, il n'y a pas de dépanneur. Il dit, oui, voilà, il y a un dépanneur qui vient de Munich. D'accord, il est dans l'avion depuis Munich pour le Mozambique et dépanner l'ascenseur. Il dit, et vous n'avez pas de dépanneur local? Il dit, il est en vacances, on ne sait pas où le trouver. Et il dit, et c'est de là où ils ont eu l'idée de créer une école de maintenance informatique. Et aujourd'hui, ils ont créé des milliers et des milliers d'emplois. Et en Afrique, souvent, il suffit de regarder dans nos labos ou dans nos hôpitaux, c'est qu'on va voir qu'effectivement, on a de très beaux appareils, mais qui sont souvent en panne, ou bien il manque une lampe, mais on n'a pas de technicien qualifié. Donc je pense que vraiment, la raison pour laquelle nous sommes là, c'est parce qu'il y a quelques personnes anormaux, d'accord, si je peux me permettre, qui ont dit le numérique pour former vers l'employabilité. Et je vous remercie pour votre attention.